Moi, je suis Antonio d'Almeida Mendes, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes, donc je suis le local et j'ai été aussi fellow à l'Institut pendant un an où c'était un grand plaisir. Donc je suis là aujourd'hui pour donc je parle en français. Hein. Je suis là aujourd'hui pour donc introduire Alan Forrest et son ouvrage remarquable hein, qui s'appelle The Death of the French Atlantic. Trade, War and Slavery in the Age of Revolution. Donc, Alan Forrest est professeur émérite à l'Université de York et ancien fellow donc ici à l'Institut d'études avancées de Nantes en 2011. Et donc, c'est l'un des grands spécialistes à la fois de l'histoire atlantique de la fin du XVIIIe siècle. Il travaille à la fois sur la dimension guerrière de la Révolution française, donc sur cette période de transition hein, des années 1770 jusqu'à l'Empire. Il travaille aussi alors beaucoup sur la question des représentations hein, et de l'histoire sociale de l'armée. Donc l'ouvrage aujourd'hui dont qui va être au cœur de nos échanges, hein, et donc je vais tout de suite lui donner la parole, c'est un ouvrage extrêmement important dans le panorama historiographique français et francophone, même si l'ouvrage est écrit en anglais, parce qu'il fait ce lien à la fois entre une historiographie française qui jusqu'aux années 1980 regardait peu hein, de l'autre côté de l'Atlantique, et donc donc là, dans cet ouvrage, il réintroduit les débats plus seulement sur la dimension hexagonale de l'expansion coloniale, mais ce lien entre les colonies et la construction de la nation française, alors à la fois du point de vue économique, mais aussi du point de vue des représentations, du point de vue social. Donc une histoire longue qui est celle de la fin de l'Ancien Régime et la transition hein, vers une société de citoyens, avec tout ce que ça pose hein, comme question des citoyens des deux côtés de l'Atlantique et des représentations de race. Donc c'est un débat en France qui pendant très longtemps est un débat qui ne s'est pas posé hein, puisque toutes ces questions étaient alors pas seulement tabou, mais c'était des questions qui étaient minorées hein, dans la construction de l'histoire française, puisque on opposait très souvent une histoire atlantique française qui serait une histoire plutôt bienveillante par rapport au monde anglo-saxon qui aurait produit des sociétés esclavagistes, racialisées, et la société française, un peu comme toute l'histoire européenne, aurait été des sociétés qui auraient pratiqué un esclavage plus doux ou plus minoré. Donc voilà, Alan Forrest à la fois réintroduit ce débat sur l'importance hein, du commerce colonial, hein, mais aussi des colonies hein, pour penser la France et ce qu'elle est devenue, et pour penser y compris le passage à une société de citoyens après la fin de l'Ancien Régime. Et donc je vais tout de suite lui donner la parole et le remercier hein, d'être ici présent, et ensuite on engagera le débat. Alors merci bien de cette introduction très chaleureuse, peut-être un peu flatteuse. Moi aussi, je vais vous parler en français ce soir, ou bien essayer de le faire. Le livre, pour explorer un tout petit peu la question de l'évolution de la littérature, le livre que je préparais lors de mon fellowship, j'ai commencé la recherche quand j'étais ici à Nantes en 2011, était en quelque sorte un retour aux sources pour moi, puisque j'avais débuté, quand j'étais un jeune doctorant à la fin des années 60, avec une étude sur la Révolution française à Bordeaux. Et la décision de revisiter l'histoire de la côte ouest de la France, après une absence substantielle de presque un demi-siècle, présentait, me semble-t-il, un défi particulier. Car l'histoire de l'Atlantique avait été transformée depuis, surtout celle de la traite négrière et de sa place dans l'économie atlantique. En 1970, l'histoire politique et l'histoire économique d'un port comme Bordeaux furent regardées plus ou moins comme des sphères entièrement différentes. L'histoire économique était étudiée pour la plupart comme l'étude des grandes maisons de négoce, les grands amateurs, les grands négociants de Bordeaux, des familles comme les Bonafé ou les Gladys, par exemple, au XVIIIe siècle, dont les activités et les réseaux commerciaux
furent analysés avec grande subtilité par Paul Butel et par ses étudiants, utilisant à cette fin les registres des maisons de commerce elles-mêmes et la correspondance largement commerciale des entreprises. De même pour Marseille, avec Charles Carrière et ses étudiants là-bas. Quant à l'histoire culturelle de la ville de Bordeaux, c'était en grande mesure le reflet du bon goût de ces mêmes familles. Les dotations des musées, la construction des parcs, les travaux publics, l'inauguration du Grand Théâtre de Victor Louis, par exemple, en 1778, le tracé de nouvelles rues et de nouveaux quartiers. Bref, la seconde moitié du XVIIIe siècle fut conçue comme l'âge d'or de la ville et présentée comme telle. Une période d'expansion et d'optimisme sans borne qui ne prendrait fin qu'avec, oui, la Révolution française, qui fut perçue par ces historiens économistes très négativement en cause des dommages indicibles qu'elle avait infligés, d'après eux, à l'économie marchande. Alors, pour les historiens de cette époque, la traite négrière n'a provoqué que peu d'intérêt, ce qui peut sembler choquant pour ceux d'entre nous qui travaillons sur le sujet aujourd'hui. On a peut-être trop facilement accepté, me semble-t-il, la vue des négociants eux-mêmes, que les esclaves étaient une propriété comme d'autres, et donc une cargaison plus ou moins légitime, sur laquelle on n'était pas obligé d'exprimer une opinion morale. Et si l'on en parlait à Bordeaux, c'était pour excuser la ville, en notant que sa dépendance vis-à-vis du commerce des esclaves était insignifiante par rapport à celle de sa grande rivale atlantique, la ville de Nantes, revendication qui, dès les dernières années de l'Ancien Régime au moins, était contestable. À partir de 1785-6, le niveau de commerce dans la traite à Bordeaux était au moins l'égal de la traite pratiquée ici à Nantes. Le récit magistral, en ce moment-là, portait toujours sur la prospérité, sur les négociants, les amateurs qu'on estimait responsables de leur propre succès. Et dans ce récit, il n'y avait pas de place pour la honte ou pour l'expression des regrets. Mais combien cette histoire, cette historiographie a été révisée, en France d'abord, mais aussi et peut-être plus dramatiquement aux Amériques, où la Révolution française est de plus en plus conçue comme faisant partie d'un mouvement transnational avec les empires et les colonies à son cœur. Aux États-Unis, on pense à l'œuvre, par exemple, de Caroline Fick, de Jeremy Popkin, de Laurent Dubois, de Philippe Girard, les deux derniers, évidemment, de souche française, qui ont, tous les quatre, travaillé sur la Révolution à Saint-Domingue, l'été de nos jours, et on parle comme si c'était le centre même d'une Atlantique révolutionnaire de la période. Et en France également, une génération d'historiens, comme Eric Saugerat pour Bordeaux par exemple, ont réinterprété la contribution de la France au commerce de la traite atlantique, et la question de l'esclavage, avec ses implications morales, commence à être sérieusement étudiée. Mais cette nouvelle prise de conscience est relativement moderne, récente. Si on met de côté les travaux pionniers de Gabriel Debiens, qui d'ailleurs a passé une bonne partie de sa carrière académique au Sénégal, si on ignore ça pour le moment, ça date vraiment des années 80, peut-être même 90 du dernier siècle. Le premier grand colloque sur la traite des esclaves en France n'a eu lieu qu'en 1985, ici à l'Université de Nantes, pour coïncider avec le 300e anniversaire de l'introduction du Code noir dans les colonies françaises. Code noir qui a établi les droits et le manque de statut des esclaves. C'est l'idée de Serge Dager, le doyen des historiens français à cette époque, qui avait réuni une équipe de chercheurs à Nantes voués à la recherche sur l'esclavage
et qui souhaitait impliquer à la fois les populations locales et les chercheurs internationaux dans un colloque et dans les expositions associées. Mais son projet, Nantes 85, son projet dépendait d'un financement public. Et tout de suite, on est lancé dans les débats et les contestations entre les partis politiques, entre les politiciens ici à Nantes. Et ça est devenu très vite une pomme de discorde entre les deux. Les questions s'entassent. Était-ce, a-t-on demandé, une manière appropriée d'étudier l'histoire locale ou surtout de dépenser l'argent public? Quel effet cela aurait-il sur l'image de la ville, sur sa réputation? N'y avait-il pas d'autres aspects du passé de la ville plus dignes d'être exposés? Finalement, et avec des crédits beaucoup réduits, seul le colloque a eu lieu, financé non pas par la municipalité comme prévu, mais par une agence internationale, l'UNESCO. La mémoire de la traite négrière était devenue une question partisane qui divisait plus qu'elle n'unissait la communauté. Gauche, droite, socialiste, gaulliste, les différences étaient apparentes. Et on entrait dans le monde des guerres culturelles, monde qui engloutit, à mon avis, et déforme quelquefois la discussion sur l'esclavage à ce jour. L'essor de l'histoire globale ou mondiale, autre développement des années passées, a eu elle aussi un impact sur l'historiographie de la France à cette époque. Surtout, peut-être, pour la Révolution française, vue traditionnellement par l'école classique de la Sorbonne comme une révolution nationale, de souche franco-française. Mais aujourd'hui, il semble que l'ambition de rédiger une histoire comparatiste des révolutions est quasi universelle, avec la conséquence que notre compréhension de l'âge des révolutions s'est considérablement élargie. Il ne suffit plus, semble-t-il, de parler comme Robert Palmer ou Jacques Godchaux dans les années 60 d'une ère des révolutions libérales liant celle en France et des États-Unis. L'ethnicité y est maintenant pour beaucoup, au point où, pour une génération d'historiens américains surtout, la révolution haïtienne passe pour être le centre même du monde atlantique révolutionnaire, avec toute sa ouverture, le Spartacus noir, à son biographe le plus récent, Sudhir Harsarisin, l'archétype même du révolutionnaire moderne, montrant la voie à suivre pour les peuples asservis ailleurs dans le monde, et surtout dans le monde colonial. Parmi eux, bien sûr, on compte les peuples des divers pays colonisés aux Amériques, colonisés par l'Espagne, par exemple, en Amérique centrale et l'Amérique du Sud, qui, suivant l'exemple du Mexique, ont organisé leur propre révolution anticoloniale dans le premier tiers du XIXe siècle. Pour beaucoup des historiens de cette nouvelle vague, empire et révolution sont presque nécessairement enchevêtrés. Et pour quelques-uns, deux forces souvent opposées qui ont interagi pour effectuer le changement politique. Pour prendre le cas le plus récent et peut-être le plus extrême dans le monde anglo-saxon, pour Sujit Sivasundaram, par exemple, de souche l'île Maurice, je crois, ça pourrait être les Seychelles, mais il vient de l'océan Indien. Il est maintenant historien établi à Cambridge. Pour lui, il élargit encore plus l'envergure de l'ère des révolutions. Il s'explique. Dans les océans Indien et Pacifique, dit-il, il y avait une lutte entre la révolution et un système impérial qui pervertissait le cours de la révolution et constituait une contre-révolution. L'Empire britannique, dans ce modèle, qui se voyait comme une force progressive et modernisatrice dans le monde, réagissait d'une manière souvent réactionnaire et répressive au déferlement de politiques indigènes et extra-européennes qu'il rencontrait.
Ce qui, je crois, nous pose un autre défi. Dans un monde de plus en plus centrifuge, comment justifier, comme j'ai fait, de discuter l'Atlantique dans une perspective française, sinon européenne, et surtout d'un point de vue qui relègue les colonisés à un rôle secondaire ou qui nie l'agence, en anglais agency, des non-européens et des esclaves. C'est ça que j'ai essayé de ne pas faire, d'éviter de faire dans mon livre. Aux États-Unis, la mode est maintenant un récit centré sur les Noirs et leurs expériences sur les habitations, une histoire qui dénonce l'institution de l'esclavage et qui peut parfois frôler la culture de l'annulation ou cancel culture qu'on rencontre sur les campus universitaires. À cet égard, l'Europe a la tendance, me semble-t-il, de suivre. Partout, comme vous savez bien ici à Nantes, on cherche à se débarrasser des statues et des mémoriaux, honorant les hommes qui avaient fait fortune grâce à la traite, et à les remplacer par des monuments qui rappellent les souffrances et la victimisation des esclaves. Autrement dit, à assainir le passé et à réaffirmer les valeurs d'une nouvelle génération moins tolérante aux préjugés, moins admirative de la réussite matérielle. D'une nouvelle génération, mais d'une nouvelle population également, comme on peut apprécier dans la contribution de groupes de pression comme Diversité à Bordeaux ou les Anneaux de la Mémoire à Nantes, où des gens de souche africaine ou antillaises jouent un rôle très conséquent. Beaucoup de choses ont changé au cours des 20 dernières années. On pense aux salles consacrées à la traite dans les principaux musées de la France de l'Ouest, à la sculpture publique dans les anciens ports esclavagistes, aux textes explicatifs ajoutés au nom des rues dans les quartiers marchands de Bordeaux, au mémorial que nous connaissons tous sur les bords de la Loire ici à Nantes. Surtout peut-être, on reconnaît la conséquence de la loi Taubira pour la vie quotidienne. Pour la première fois, la France avait fait savoir qu'elle prenait au sérieux son passé esclavagiste et tenait, devant le monde, à intégrer son bilan anti-esclavagiste dans son héritage républicain. La loi Taubira est à la fois un geste puissant envers les minorités ethniques françaises et une contribution à la politique de mémoire de la nation. Et elle a contribué, me semble-t-il, à sensibiliser le public à l'héritage de l'esclavage et à instiller un sens du bien et du mal. Elle contribue toujours à définir la manière dont l'histoire de la traite est perçue et encadrée. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous donner cette explication au début et dans la deuxième moitié de montrer des diapositives et de parler un tout petit peu à l'écran. Mais si vous pouvez être patient, j'ai 2 paragraphes de plus avant de passer au PowerPoint. Tenons compte de ces évolutions de perception publique. Il me semble impératif d'éviter un récit trop simpliste et surtout de ne pas supposer que tout était initié en France. C'est une histoire internationale. La crise, comme la révolution elle-même, s'est déroulée dans un monde atlantique plus large où les gens circulent, interagissent, cohabitent les uns avec les autres, emportant d'un continent à l'autre des nouvelles, des opinions, des pamphlets. Les océans, comme Linda Colley l'a si bien démontré pour l'Empire britannique, étaient des espaces enchevêtrés. Hommes et femmes, négociants et leurs agents, planteurs et leurs familles se déplaçaient librement entre la France et ses colonies, mais aussi entre les Antilles et les États-Unis, entre Saint-Domingue et Cuba ou à l'intérieur des Amériques. À Saint-Domingue, la race et l'ethnicité ont joué un rôle majeur dans la définition des identités dans une société où il y avait de nombreuses gradations de privilèges et de statuts. Et l'expérience individuelle, que ce soit du passage du milieu ou de la vie quotidienne dans une plantation de canne à sucre, était cruciale pour susciter la révolte et la rébellion. Donc, il semble important de ne pas trop attribuer aux actions, aux initiatives de l'Assemblée nationale à Paris ou aux idées révolutionnaires
qui traversent l'océan depuis la France quand on essaie de comprendre le déferlement de colère révolutionnaire à Saint-Domingue ou à Guadeloupe. L'Atlantique était un chaudron où couvaient les ressentiments et où les idées circulaient dans les deux sens. Bien sûr que les textes débarqués des navires arrivés de Nantes ou du Havre circulaient librement aux îles, sur les habitations et dans les cercles marchands de Basse-Terre et du Cap, mais les influences étaient réciproques. Le lobby des planteurs, par exemple, était puissant en France métropolitaine, maintenant des relations étroites avec les chambres de commerce des ports atlantiques et avec le très réactionnaire Club Massiac à Paris. De même, les représentants des hommes libres de couleur et de la communauté noire libre dans les colonies entretenaient de bonnes relations avec les amis des Noirs en France. Les navires sillonnant l'Atlantique depuis Nantes et Bordeaux, dont certains étaient sûrement eux-mêmes des négriers, ont assuré un va-et-vient d'idées et d'informations tout au long de l'ère révolutionnaire. Alors, dans ce livre, j'ai essayé de mettre la crise et ce qui sera le déclin plus ou moins définitif du négoce atlantique français dans un contexte plus large, plus international, tenant compte des écrits récents des deux côtés de l'Atlantique. Bien sûr que la France était loin d'être le seul pays, ou même le principal, à concurrencer sur les marchés coloniaux de l'Atlantique, ou à être touché par la crise de la fin du XVIIIe siècle. Mais en France, en cause de sa révolution et des mouvements révolutionnaires dans ses colonies, les effets sont particulièrement sévères, grâce au rôle conjugué, je crois, de trois éléments. La révolution, d'abord, la guerre, et malgré une réticence de la part de la communauté marchande à le reconnaître, la morale de l'époque, une nouvelle moralité qui devenait de plus en plus anti-esclavagiste. La Révolution française elle-même n'a pas sapé le commerce atlantique. Des ports comme Bordeaux, Nantes et Le Havre ont continué à prospérer pendant 3 ans après 89, jusqu'au moment où la France est entrée en guerre. D'ailleurs, la communauté marchande, qui contenait un haut pourcentage de protestants et de juifs, n'était pas instinctivement contre-révolutionnaire. De nombreux marchands ont accueilli de bon gré, par exemple la libéralisation économique que les premières phases de la Révolution semblaient offrir, aussi la fin des privilèges des nobles, par exemple, qui étaient à leurs avantages. C'était plutôt l'amalgame de ces trois éléments, la Révolution, la guerre et l'abolitionnisme pendant la période révolutionnaire et napoléonienne qui a déclenché la crise atlantique. Pour certains, il peut sembler plutôt pervers aujourd'hui d'essayer de voir les relations de l'Europe avec le monde atlantique à travers le prisme des villes portuaires atlantiques françaises. Assez a été écrit sur les horreurs de l'Atlantique noir et sur la centralité de l'insurrection en Haïti, pour orienter la recherche vers l'expérience africaine et l'immensité de la plus grande migration forcée de l'histoire, ce que c'était, 10 millions de personnes. On peut d'ailleurs légitimement insister que la France n'a jamais été l'acteur majeur de cette migration. Au XVIe ou XVIIe siècle, le commerce était dominé par l'Espagne et le Portugal. Au XVIIIe, par la Grande-Bretagne, et dans les années qui ont suivi les guerres napoléoniennes, par le Brésil. En effet, bien que la Grande-Bretagne aime se donner la satisfaction d'avoir mené le mouvement abolitionniste, malgré l'opposition amère de nombreux membres de l'establishment britannique, il n'y a aucune contestation du fait que la part de la Grande-Bretagne dans la traite éclipsait de loin celle de la France. Sur quelques 27 000 voyages d'esclaves enregistrés depuis l'Europe, environ 12 000 ont navigué depuis les ports britanniques ou les colonies anglaises. Liverpool, à lui seul, en équipant plus de 5 000. Mais la France, dans les années précédant la Révolution, était une puissance atlantique en pleine croissance. Entre 1716 et 20, la première date, et
1784-88, à la fin de la période, la quantité de marchandises expédiées par des ports français a triplé et leur valeur a quintuplé. Un chiffre qui a largement dépassé les chiffres de croissance des ports britanniques au cours de ces années. Bordeaux et Nantes étaient devenus des ports atlantiques comparables à Liverpool et Bristol. Et leur prospérité se traduisait par d'énormes investissements dans d'élégantes maisons et bâtiments publics. Cette croissance s'arrêta brutalement en 1792. Les ports français ont subi une baisse massive de l'activité commerciale. Leurs habitants ont insisté qu'ils avaient perdu leur créativité et leur confiance artistique, ainsi que leur vitalité commerciale. Les navires restaient souvent inactifs sur les quais ou ont été envoyés aux chantiers de démolition. Les agents, les amateurs et les marchands ont été confrontés à la faillite, souvent à la ruine. Et les villes, qui s'étaient habituées à être parmi les plus riches du pays, attirant des commerçants de toute la France, des travailleurs de leurs arrière-pays respectifs pour gonfler leur population et contribuer à leur prospérité, se sont soudainement retrouvés confrontés au spectre de la décadence et du déclin. Trop souvent d'ailleurs, il ne s'agissait pas d'un déclin à court terme, d'où s'annonçait une reprise rapide. Ce n'est pas sans raison que les habitants au XIXe siècle continuaient à parler des années d'avant la Révolution comme un âge d'or, d'une ère d'abondance presque inimaginable, ou qu'ils reprochaient à la Révolution d'avoir anéanti les gloires des dernières années de l'Ancien Régime. C'était l'opinion dominante d'ailleurs dans les histoires académiques, dans les discours civiques, dans la mémoire et la commémoration collective, que la Révolution et par extension l'Empire étaient responsables du déclin, ce qui explique en grande partie l'enchantement avec lequel leurs mères saluèrent la restauration des Bourbons en 1814. Bordeaux, notoirement, ouvrit avec un enthousiasme mal caché et pas très patriotique les portes de la ville à Wellington et à son armée, les accueillant comme libérateurs après le cauchemar des années passées. Pour eux, comme pour les habitants de Nantes et des autres villes portuaires, les considérations économiques et politiques étaient toujours enchevêtrées. Et maintenant, et assez vite, je vais essayer de montrer l'histoire, le récit que j'ai fait dans le livre par une série de diapos, en commençant peut-être avec le commerce colonial, la situation au XVIIIe siècle. Si on veut définir ce que c'est un port atlantique pour la France, j'ai une petite carte ici qui démontre les grands ports et leurs arrière-pays, parce que les arrière-pays sont très importants. En particulier, on pourrait dire que pour Nantes, il y avait un arrière-pays un peu médiocre, avec des villes, qui ont été industrialisées, qui ont fait des tissus, qui ont fabriqué des choses pour l'exportation aux colonies. Mais pour Bordeaux, c'était différent. C'était le pays des vignobles, il y avait des vins à exporter, il y avait bien sûr des farines à exporter aux colonies aussi, de Tonins et de ce qui est maintenant la Lot-et-Garonne. Et de Marseille, bien sûr, il y a les produits de la Provence. Le Havre, un grand port pour Paris, donc très très bien placé pour la capitale. De l'autre côté de l'Atlantique, Saint-Domingue, maintenant Haïti, c'est-à-dire la portion ouest de l'île d'Hispaniola, avec une grande ville, je suppose, qui est le Cap Français, le centre marchand, le centre commercial de l'île, et qui se ressemblait à la fin du XVIIIe siècle à une ville de province substantielle en France. C'était vraiment une ville civilisée, une ville avec une vie culturelle,
avec de beaux bâtiments publics, avec des loges maçonniques, etc. Tout ce qu'on peut trouver, par exemple, dans une ville comme Poitiers ou Tours, on peut trouver au Cap Français. Je note ici l'importance du commerce en droiture. Il ne faut pas penser que tout était esclavagiste. Pas du tout. Il y avait surtout de Bordeaux dans la première moitié du siècle un bon commerce, des fortunes à faire avec les denrées industrielles, avec les vins, avec les produits agricoles. Il y a une croissance aussi en Europe de la demande pour les produits coloniaux, donc le trafic de l'autre côté, ça aussi a prospéré. Et bien sûr que la France n'était pas un marché libre. Depuis le temps de Louis XIV, la France avait adopté une approche protectionniste. Les colonies étaient là pour servir à la société mère, et on a l'exclusif, même si l'exclusif n'était pas toujours très effectivement imposé dans les dernières années de l'Ancien Régime. Et dernier point, l'importance du commerce d'entrepôt. Les choses qu'on a introduites en Europe par les ports français et qui contribuaient à la prospérité de ces mêmes ports. L'ampleur de l'expansion au XVIIIe siècle, premier point ici que Bordeaux, Nantes, Marseille et Le Havre, ils ont réalisé ensemble 90% du commerce français. Ce sont des villes qui, au XVIIIe siècle, sont devenues très très riches, avec un taux d'expansion plus grand que Paris même. La quantité de marchandises entrant et sortant des ports français a triplé, leur valeur a quintuplé entre les premiers et les dernières années de l'Ancien Régime. La population a augmenté aussi. Bien sûr que les gens, les commerçants de toute la France, mais aussi des ouvriers, des gens pour construire et pour servir dans les bateaux, les ouvriers de port. Ces gens-là ont été attirés par les salaires, donc ce sont des gens des arrière-pays, souvent, qui gonflent la population de Nantes ou de Bordeaux. Et si on va dans les musées d'art, par exemple, on voit beaucoup de représentations de cette richesse, de cette prospérité, notamment par Joseph Vernet, qui était peut-être le peintre préféré pour ces représentations. On a là Bordeaux vers 1760, La Rochelle, un autre exemple, 1762. On pourrait les répliquer pour tous les ports de l'Atlantique français. L'impact de la guerre n'est pas une chose neuve avec la Révolution française non plus. Et si on regarde tout le XVIIIe siècle, la France s'est engagée dans une série de guerres en Europe, mais aussi avec l'Angleterre sur la mer et dans les colonies. On trouve que cet âge d'or a été régulièrement interrompu par la guerre. Et les guerres et les blocus qui les ont accompagnés ont coupé les routes commerciales et ont entraîné des augmentations massives des taux d'assurance, en particulier pendant les guerres navales avec les Anglais. Les marchands sont souvent contraints de désarmer quelques-uns de leurs navires ou de se tourner vers l'activité beaucoup plus risquée de la course, c'est-à-dire qu'on arme, on met des canons sur les bateaux et au lieu de faire le commerce avec les îles, on fait la guerre avec les autres navires commerçants. Le but devient plus simple. On veut saisir la cargaison de l'autre au lieu de faire le commerce soi-même. Et en période de blocus, les ports français dépendaient de la navigation des neutres. C'est surtout le cas, je crois, pendant les guerres napoléoniennes, où les Américains ont servi, par exemple, à apporter des marchandises dans les ports
de la France de l'Ouest. Mes excuses de la qualité de cette image, mais je crois que la tendance est assez claire. Chaque fois qu'il y a une grande guerre, la guerre de la succession autrichienne, la guerre de 7 ans et ce qui s'appelle en France la guerre de 9 ans, pour nous la guerre de l'indépendance américaine, chaque fois il y a eu une grosse baisse du taux d'activité des ports de France, et c'est la même chose qu'on va observer bien sûr pendant les guerres révolutionnaires. Jusqu'à présent, j'ai parlé du commerce, non pas de la traite. Et les deux choses sont différentes. Mais la traite fait partie importante du commerce plus général. Le taux du mouvement, cette migration forcée, comme vous voyez sur ce diapo, la contribution de la France est peut-être médiocre si on le compare avec la contribution, par exemple, des Espagnols et des Brésiliens dans le sud de l'Atlantique, ou bien de l'Angleterre au nord. Mais c'est surtout, bien sûr, un échange entre les ports français, la côte ouest africaine et Saint-Domingue qui domine les points de réception. Voilà une carte des voyages français, des voyages des négriers français, c'est-à-dire. Intéressant que pour eux, les ports sont plutôt les ports du sud. Les ports du nord sont pas exclusivement, mais majoritairement des ports desservis par les Anglais, les Danois, les gens qui avaient des forts construits sur la côte pour recevoir les captifs, généralement, qui deviendraient les esclaves à exporter. Et contrastons ça avec la richesse. Je ne veux pas beaucoup dire, des photos tout simplement du pavé des Chartrons, qui est probablement la rue la plus riche de Bordeaux, aujourd'hui la rue Xavier-Arnozan, ou bien l'île Feydeau à Nantes. Et si on va dans ces quartiers commerçants du XVIIIe siècle, et si on examine de près les mascarons, qui étaient très à la mode en ce moment-là sur les bâtiments, et à Bordeaux, et à Nantes, et ailleurs, on trouve presque partout des images, quelquefois de diables, quelquefois de dieux qui bénissent le commerce, mais assez souvent, si le commerce est avec les Antilles, des mascarons qui se ressemblent de près à des visages d'esclaves, des visages de captifs de leur cargaison. Par contre, il y a des portraits. Les grandes familles négociantes sont devenues des notables dans leurs villes respectives et on commissionne des portraits. Ici, la famille de Brook à Nantes, une famille de négociants, sans problème pour eux, mais bien sûr que même à Nantes, même chez eux, la servante est bien sûr de souche antillaise. Et on peut voir là, je crois, un autre aspect de cette histoire, c'est-à-dire que dans les villes de l'ouest de France, les Antillais, les ex-esclaves, on n'a plus esclaves sur le sol français, mais les ex-esclaves sont assez nombreux, des centaines certainement. Napoléon, en 1807, a fait une sorte de sondage, une sorte de census. Il a recensé plusieurs centaines à Bordeaux et presque 1000 à Nantes. Donc, dans la vie quotidienne, sur les quais surtout, dans les familles des capitaines de navires, etc., on rencontrerait assez régulièrement des gens qui avaient été des esclaves dans une vie antérieure. Mais en même temps, il y a la campagne anti-esclavagiste, il y a un débat sur la traite,
Les débuts sont modestes, c'est-à-dire il y a des groupes de radicaux dans tous les pays qui ont dit dès le début que l'esclavage était une insulte à la dignité humaine. Les premiers écrits abolitionnistes donc sont venus de ces petits groupes de radicaux ou de non-conformistes. En Angleterre et aux États-Unis, il y a un aspect religieux à ça, que les non-conformistes et surtout les Quakers étaient parmi les plus importants. Par contre, en France, les premiers écrits abolitionnistes généralement citent des sources des Lumières, par exemple, des sources qui ne sont pas du tout religieuses. En Amérique, on trouve l'abolitionnisme dans quelques États. Bien sûr que aux États-Unis, c'est un peu difficile parce qu'il y a une économie au sud qui dépend étroitement des esclaves, sur les habitations, sur les plantations. Il y a une économie au nord, dans le Massachusetts par exemple, qui n'a aucune raison de vouloir eux-mêmes posséder des esclaves. Donc il y a déjà une sorte de débat et de désagrément de force, de société au-dedans des États-Unis. Et notons que si par exemple la Pennsylvanie est un État où il y a beaucoup d'abolitionnistes, merci. Pennsylvania prend son nom après George Penn, qui était un Quaker lui-même, donc il y a une tradition dans cet État. Par contre, plusieurs des pères des États-Unis, George Washington, Thomas Jefferson par exemple, étaient eux-mêmes des gens qui avaient des plantations, qui avaient des habitations et qui utilisaient les services d'esclaves. La propagande en France, comme j'ai dit, est plutôt tirée de la philosophie des Lumières, mais il y a aussi la propagande qui vient de l'extérieur. Et surtout les œuvres de Thomas Clarkson et d'autres en Angleterre. Cette propagande a été introduite en France, a été traduite, et vers les années 70-80 du XVIIIe siècle, ça commence à être puissant. Je crois qu'il faut dire que Condorcet, Raynal, quelquefois des philosophes, tout simplement, quelquefois Condorcet, des philosophes qui sont devenus des révolutionnaires à leur tour, étaient tout différents. Il n'y avait pas de temps religieux là-dedans. Et c'est peut-être parce que l'attitude de l'Église catholique n'était pas très claire. Bien sûr que l'Église est majoritaire dans plusieurs des pays esclavagistes, non pas seulement la France, mais je pense à l'Espagne, au Portugal par exemple. Il y avait beaucoup de catholiques dans ces pays-là qui faisaient eux-mêmes la traite. Et il est notable que l'Église était très lente à entrer dans le débat. Je crois que j'ai raison quand je dis que le pape a finalement interdit et dénoncé la traite en 1839, qui est un peu tardif quand même. Mais la propagande abolitionniste, en mots, mais aussi en images, peut-être la cale la plus fameuse de toutes, d'un navire britannique qui s'appelait le Brooks, avec les esclaves alignés sur le pont et dans la cale du navire qui crée un certain frisson d'horreur en Angleterre et qui fut exporté grâce à Clarkson en France. Mais il ne faut pas trop insister sur ses origines britanniques parce que les Français pouvaient fournir leur propre exemple s'ils voulaient le faire. La Marie Séraphique, on en parle beaucoup parce que on a beaucoup plus d'informations sur la Marie Séraphique que pour d'autres navires individuels. C'était un négrier nantais
J'y reviendrai parce que il y a toute une histoire dans le musée, le château là-bas, à son égard. Les négociants et les planteurs ne sont pas pour la plupart des abolitionnistes. Les gens qu'on a discutés étaient des hommes politiques, étaient des philosophes, étaient des rationalistes d'une certaine manière, ou bien, comme des Quakers, avaient une sorte de philosophie qui était anti-cruauté et anti-guerre. Mais le débat doit, bien sûr, incorporer les vues des négociants. Et quand on les regarde, on trouve, oui, il y a quelques-uns qui étaient dès le début susceptibles à l'abolitionnisme. On peut penser à quelques-uns qui se sont exprimés contre dans les années 80, avant la Révolution. Et il y avait bien sûr les Amis des Noirs dès 1787-88 qui exprimaient déjà leur horreur à la traite. Il y avait parmi les parlementaires, par exemple, des représentants, même un de Bordeaux, qui en faisait partie. Mais pour la plupart, les colons, les planteurs surtout, mais aussi les armateurs et les agents protestaient contre l'abolition, demandaient la rétention de la traite pour l'économie tout simplement de la ville et la prospérité. Il y avait beaucoup de brochures, il y avait des pétitions de planteurs des ports de l'Atlantique en exigeant qu'on retienne la traite, on retienne l'esclavage, que c'était que les Anglais qui voulaient le détruire pour leurs propres avantages. Il y avait un tas d'arguments, mais des arguments généralement qui disaient si vous détruisez l'esclavage, si vous détruisez la traite, ça sera à l'avantage de nos rivaux commerciaux et ça tuera des emplois ici en France. Une pétition, cette fois-ci des commerçants de Saint-Malo, est représentative, me semble-t-il, de toute une littérature des négociants et des commerçants. La Révolution et l'Empire, je serai plus ou moins bref ici, la Révolution n'était pas anticommerciale, pour la plupart. La Révolution était anti-noble, très anti-émigré, et dans l'arrière-pays de Nantes, bien sûr, très anti-vendien. Il y avait plusieurs causes qui faisaient d'une certaine manière cause commune, mais les négociants, et surtout les négociants protestants, étaient probablement pro-révolutionnaires dans la première période. La Révolution leur donnait des libertés qu'ils n'avaient pas eues plus tôt. Mais la Révolution très vite commence à faire des ravages. La communauté sont peu affectées par la Révolution, mais les ports perçus comme trop déconnectés de leurs arrière-pays n'ont pas très bien fait dès le début. Quand il s'agissait par exemple de choisir des chefs-lieux de département, de distribuer les responsabilités administratives, ok, Nantes et Bordeaux étaient parmi les premières villes de le département. Bayonne n'a rien reçu. Marseille, pas vraiment. On préférait Aix-en-Provence. Le Havre n'a même pas reçu un district dans le département de Rouen. Donc, on peut dire qu'on préférait généralement des centres commerciaux, des centres de marché et de tribunaux qui avaient des liens étroits, serrés, avec les paysans de l'arrière-pays, à des ports de l'océan qu'on regardait comme privilégiés et comme plus dépendants des îles et des Amériques que des arrière-pays. Puis, à partir de 93, il y avait bien sûr la guerre avec l'Angleterre et qui durera la majeure partie de la Révolution, 22 ans plus ou moins, jusqu'en 1815. Il y avait la terreur à Nantes, les noyades, les tueries de l'autre côté de la rivière de nous, qui ont sans doute effrayé les marchands. Il y avait, plus important, il y avait l'insurrection
et la destruction des habitations à Saint-Domingue. Et le résultat de tout ça, c'est que on pensait notre économie et nos villes ici, nos villes économiquement fragiles. Fragilité, c'est le mot qu'on utilisait. Ici, un commerçant qui parle de Bordeaux et de son délabrement après 5 ans de révolution. Et on a un nouveau portrait des Chartrons, le quai des Chartrons en 1806, qui, comme vous voyez, n'a plus beaucoup d'activités commerciales, qui est plus ou moins abandonné. Napoléon, difficile. Napoléon n'avait pas vraiment de politique très claire au début. Je crois qu'il voulait restaurer le commerce, il voulait restaurer les colonies. Il a envoyé une armée à Saint-Domingue, comme on sait, en 1802. Il a rétabli l'esclavage, qui avait été aboli par les Français en 1794. Il l'avait rétabli en 1801. Mais, après 2 ans, après la rébellion, l'insurrection, la révolution à Saint-Domingue, il a vendu la Louisiane. Il a tourné le dos sur les Caraïbes. Et s'il avait une vision cohérente de la traite négrière, c'était pas clair. En 1815, quand il est de retour de l'île d'Elbe, la première chose qu'il a fait, c'était de décréter immédiatement l'abolition de la traite négrière. Mais est-ce qu'il l'a fait parce qu'il y croyait, ou est-ce qu'il l'a fait pour faire appel aux sentiments libéraux dont il avait besoin pour lutter contre le royalisme? Une partie de mon livre concerne l'avenir des colons. Parce que avec la guerre et la fin de beaucoup de leur prospérité, et avec aussi la révolution à Saint-Domingue et la destruction de la plantation, ils devaient aller quelque part. Quelques-uns sont de retour en France, bien sûr, mais d'autres ont commencé une sorte de diaspora, d'errance à travers le monde des Amériques. Au début, quelques-uns sont passés en Jamaïque, qui était britannique, mais avec le but sans doute de revenir à Saint-Domingue. Quand ça a échoué, beaucoup sont passés à Cuba, où ils pouvaient établir des communautés comme celles qu'ils avaient laissées derrière et recommencer l'esclavage. Ils prenaient assez souvent leurs esclaves avec eux. Et puis en 1807, Napoléon a envahi l'Espagne et le Cuba a expulsé les Français. Et à partir de ce moment-là, une nouvelle errance vers les États-Unis, Norfolk, Virginie, la Louisiane surtout, où ils ont continué, autant qu'ils pouvaient le faire, leur vie de planteurs. Ici, une belle image, je crois, du faubourg Marigny à la Nouvelle-Orléans, qui était un des faubourgs où une forte communauté dominguine française, souvent de souche bordelaise ou nantaise, s'est établie. On continue en Europe avec les années du subterfuge. Parce que, surtout en 1815, surtout après 1815, où l'Angleterre insiste sur l'abandon de la traite, il y a la Royal Navy qui passe au large de l'Afrique de l'Ouest en essayant de découper les négriers. La marine française a commencé à faire la même chose et on voit le commencement d'une réduction, d'un déclin de la traite. Mais quelques-uns des négriers ont continué quand même à travailler de la façon traditionnelle. On peut voir là sur les plans le rôle de Nantes et de Bordeaux au XIXe siècle, jusqu'en 1840, 45, 48. C'est presque la fin de leurs activités. Et puis, il y a ce déclin. Ou bien, que faire? Ou bien on continue. On prend des risques, on envoie des bateaux vers les Antilles, vers l'Afrique et les Antilles de la façon traditionnelle, ou bien on cherche de nouveaux marchés. Et dans les années 20, surtout à Bordeaux, on trouve par exemple le début d'un fort commerce avec la Chine, avec l'océan Indien et au-delà. Et finalement, le souvenir, ce qu'on voit aujourd'hui dans ces ports,
comment ils font face à leur passé. J'ai tout simplement quelques images. Je peux le faire très très vite pour terminer. À La Rochelle, le musée local est dans une maison de grands commerçants, de grands négociants, de grands aiguilles, l'hôtel Fleuriot. Depuis, dans la cour, d'une manière peut-être un tout petit peu frappant, on a mis une statue colorée de Toussaint Louverture au début du XXe siècle, comme si on disait, bon, notre histoire, c'est celle de la traite, mais quand même, nos sympathies sont avec nos victimes. À Bordeaux, on prenait la décision, il y avait le mouvement qu'on connaît pour débaptiser des rues qui portaient les noms des négriers. On a pris la décision, que je trouve pas assez intelligent quand même, de faire une sorte d'exercice d'éducation, de retenir les noms, mais d'expliquer aux gens qui passaient qui c'était sous tous ces aspects. Donc on a avec Gramont, par exemple, un grand financier de la traite à Bordeaux, comme le panneau, la plaque explique. On a avec Pierre Dess, un capitaine de navire qui a fait 4 expéditions négrières. Il a fait beaucoup d'argent. Il était un philanthrope aussi avec son fils, mais son passé de négrier est retenu et les passants à Bordeaux peuvent le lire. En même temps, il y a des exemples d'une sorte d'art contemporain qui célèbre d'une certaine façon les esclaves et qui note leur sacrifice. Ici à Nantes, aucune raison de dire plus. Vous avez ce mémorial sur les bords de la Loire qui est de cette façon assez émouvant, mais qui encore une fois fait une sorte d'exercice d'éducation, d'instruction sur le sort des esclaves. Et ce que je trouve surtout important là-bas, il y a sur le pavillon sus, il y a une plaque comme ça, pour tous les voyages, tous les bateaux qui sont partis de Nantes et de la Loire pour faire un voyage négrier. Au XVIIIe siècle, comme la fameuse Marie Séraphique en 1770, ou bien, et c'est plus culpable peut-être, au XIXe siècle, quand la traite était déjà illégale, comme ce bateau qui s'appelle Les Amis, qui est parti en 1828. Je vous laisse avec l'image finale qui est de notre Marie Séraphique, que j'ai trouvé assez impressionnant, au large du cap, c'est-à-dire l'image principale, mais aussi une sorte de dessin au-dessous qui essaie de démontrer le sort des captifs dans la cale. Merci bien. Merci beaucoup Alan Forrest pour cette belle présentation qui va nous permettre alors d'engager le débat, et merci aussi pour ce bel ouvrage dont je rappelle le titre, The Death of the French Atlantic, publié en 2020 et qui a, comme vous l'avez bien indiqué, qui est le produit de 10 années de réflexion et de recherche. Voilà, depuis 2011. Peut-être avant de laisser la parole à la salle et peut-être aux questions en ligne, vous posez une première question, parce que vous avez fini sur cette belle illustration de la Marie Séraphique, peut-être sur le choix du titre, la mort de Death, qui me semble intéressant parce que votre étude, elle est sur une soixantaine d'années, les années 1763 à 1815 à peu près. Donc est-ce que vous voulez suggérer que cette histoire des ports français dans l'Atlantique était déjà peut-être mort-née avant d'avoir commencé ou pas, parce que voilà, 60 années d'une histoire atlantique sur 5 siècles, ça peut être un temps court. Voilà peut-être une façon de lancer le débat de façon un peu ironique ou polémique, mais je ne sais pas. 60 années sur une longue histoire. Je crois que oui, du point de vue européen, c'est certainement le cas.
la traite européenne était déclenchée au XVIe siècle, certainement. Mais pour la plupart, la contribution de la France est mineure dans cette période-là. Oui, j'aurais pu commencer un peu plus tôt, j'aurais pu commencer en 1710 par exemple, mais à vrai dire, au début, c'était une question tout simplement d'expansion, de prendre ces opportunités. Il n'y avait pas beaucoup de débats dans les ports. Il me semble que c'est dans cette période plus tardive, où l'Espagne et le Portugal étaient déjà peut-être au déclin, et où la traite française et le commerce français généralement faisaient partie d'une rivalité, surtout avec l'Angleterre, et de plus en plus avec les États-Unis aussi, après l'indépendance des colonies américaines. C'est dans cette période-là que l'abolitionnisme, que les questions morales deviennent importantes. Avant, bien sûr, il y a la guerre de temps en temps, mais il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de mouvement abolitionniste, de moralisme du même genre. Et je pense que c'est important de dire que c'était d'une certaine manière cette époque, cette ère, où ces idées étaient toutes le sujet de discussion, que la crise, que le déclin final est arrivé. Par exemple, je m'excuse un tout petit peu du titre, c'est peut-être un peu trop dramatique. L'Atlantique française n'est pas morte, mais elle n'a jamais réussi à ressurgir, à regagner son importance dans les années qui ont suivi. Et comme on voit maintenant, par exemple, les ports atlantiques ont des buts et des prospérités toutes différentes. Le Havre, par exemple, c'est tourné au commerce de passagers entre l'Europe et l'Amérique du Nord, avec les grands paquebots, par exemple, à la fin du siècle. Et il y a un autre aspect, peut-être. Il me semble que le commerce atlantique de la France de l'Ouest n'a pas vraiment pu faire face à la rénovation technique du 19e siècle. C'est-à-dire, nous parlons ici de l'ère de la voile. Tous les navires dont nous parlons sont vraiment des voiliers. Tandis que, à partir des années 50-60 du 19e siècle, on entre dans un autre monde avec l'âge de bateaux en acier, par exemple, et non pas en bois, et avec une autre source de puissance. Donc, il me semble que historiquement, oui, cette histoire peut être implantée dans une période spécifique. Merci beaucoup parce que oui, pour votre réponse, et c'est extrêmement important de dire que c'est l'histoire d'une génération presque, 60 années, oui. Mais c'est voilà. Peut-être en ce moment-là, 2 générations. Voilà, ou 2 générations, mais voilà, c'est important de lier une histoire à un contexte extrêmement précis. Alors, peut-être avant, moi j'ai beaucoup de questions et de remarques, mais peut-être qu'il y en a dans la salle, avant que j'en lance le débat, et je voudrais pas monopoliser la parole. Je vais vous laisser peut-être vous laisser vous présenter. Oui, moi c'est Julia Tori, je fais partie des fellows de cette année à l'Institut et je suis historienne du XXe siècle surtout, et de l'Allemagne et la France avant tout. Et donc vous avez mentionné la compétition commerciale entre l'Angleterre et la France comme quelque chose qui aurait stimulé peut-être la traite. Et vous avez aussi parlé du fait que le mouvement de l'abolition est en partie nourri par des idées qui viennent de l'Angleterre vers la France, pas que, bien sûr pas que, mais donc il y a une forte échange et je voulais savoir à quel point en fait il y a un échange. Est-ce que les négociants aussi apprennent des choses de leurs équivalents anglais? Est-ce que le mouvement pro-esclavagisme, pro-traite, si on peut dire ça comme ça, apprend aussi des Anglais? Est-ce que ça s'organise
parmi les gens qui ont des plantations, qui souhaitent encore exploiter des esclaves, est-ce que eux aussi sont organisés de façon transnationale, si on veut? Merci. Okay. Donc, très bonne question. Il me semble que les propagandistes, si vous voulez, les gens qui écrivent des pamphlets contre la traite, ne sont presque jamais des commerçants. Sont des gens intellectuels ou bien religieux ou politiques qui ont leur propre ambition, leur propre raison de le faire, mais ils ne sont que rarement eux-mêmes des négociants. Oui, le monde du négoce est très très international, pas seulement avec l'Angleterre, mais avec la Baltique, avec l'Allemagne par exemple. Les négociants qui ont été attirés à Bordeaux, à certains degrés à Nantes aussi, les protestants surtout, viennent de toute l'Europe du Nord. Donc il y a beaucoup de correspondances entre les négociants à Bordeaux, à Nantes, des gens à Hambourg, Livorno et d'autres ports européens, et aussi avec les îles, parce que assez souvent les planteurs sont des fils, peut-être second, troisième fils, non pas le premier, de grands négociants. Donc il y a beaucoup de liaisons entre Bordeaux, Nantes, Le Havre, La Rochelle et les îles, et avec aussi les négociants du nord du pays. Oui, je crois que les idées passent très fluidement d'un pays à l'autre et que j'ai fait mention d'idées qui sont venues d'Angleterre en France, mais sans doute qu'il y en a aussi qui vont en l'autre sens. Ce qui est peut-être différent, deux choses. L'Angleterre a ses traditions parlementaires. Ça peut dire démocratique, mais ça veut dire qu'il y a des représentants des communautés au Parlement. Et très vite, grâce à Wilberforce et quelques autres propagandistes, l'idée de l'abolition est entrée dans le débat parlementaire en Angleterre, beaucoup plus, je crois, qu'en France. Il est vrai, par contre, que la France est le premier pays à abolir la traite et l'esclavage. Et ça, c'est vraiment remarquable. Abolir la traite, c'est une chose. Abolir l'esclavage, ça veut dire détruire l'économie des plantations dans ces colonies. Et l'Angleterre, qui a insisté sur l'abolition de la traite, n'a rien fait contre l'esclavage avant, je crois que c'était 1837 ou vers là. Donc, l'abolition des deux, en France en 1794, était vraiment un point chaud du débat qui a beaucoup impressionné les abolitionnistes ailleurs. L'autre chose qui est différente, l'abolition est devenue une cause populaire en Angleterre. Ce que je trouve vraiment remarquable, en 1814, il y avait une manifestation de plusieurs centaines de personnes à Liverpool. Des gens des classes populaires exigeant la fin de la traite. Alors l'économie de Liverpool est aussi dépendante de la traite que l'économie de Bordeaux ou de Nantes. Et on ne trouverait pas l'équivalent de ça, je crois, ici en ce moment-là. Donc, ça a affecté les nations d'une manière différente. Et c'est pour cette raison, je crois, que Castlereagh, par exemple, ou Liverpool, en 1815, ont pu insister que les autres nations font face à cette question morale. En Angleterre, elle était déjà entrée dans le débat politique. Dans les autres pays européens, je crois beaucoup moins. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, j'ai des questions pour lancer un petit peu le débat. Peut-être revenir sur votre positionnement historiographique, et vous aviez commencé par cette partie-là, c'est-à-dire qu'à la fois, donc, vous engagez dans de l'histoire atlantique, donc revenir sur des lectures nationales, qui étaient un petit peu repliées sur des frontières, mais en même temps corriger d'une certaine façon les excès de la global history, dans lesquels cette global history qui d'une certaine façon aussi est l'Atlantic history, perçu du point de vue anglo-saxon, dans lequel tout circule.
Et là, vous revenez, il me semble, avec votre ouvrage, et ça me semble extrêmement important, sur le fait qu'il y a aussi des gens qui sont immobiles. Et que dans l'immobilité, il y a aussi des mots qui restent. Donc cette idée, le fait qu'il faut à la fois bien sûr s'intéresser à des expériences individuelles, mais que les expériences individuelles, il faut les inscrire dans des conjectures, et que la guerre, elle est importante là-dessus pour penser qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Et que tout ne circule pas. Donc peut-être voilà revenir un peu sur votre positionnement à la fois. Et il me semble que cet ouvrage nous amène à de l'histoire intégrale, il faut l'appeler comme ça. Et on n'est plus seulement voilà, on quitte l'histoire nationale, mais on est aussi plus dans l'histoire globale où les lieux ne comptent plus. Voilà, je ne sais pas voilà si j'ai bien lu ou mal lu. Oui, c'est une question très très intéressante, surtout parce que de nos jours, on a l'habitude de penser plus et plus globalement. Il me semble qu'il y a, oui, il y a des gens qui voyagent beaucoup plus. J'ai cité Linda Colley, qui a très bien décrit les pérégrinations d'individus à travers le monde impérial britannique, y compris des femmes. À un certain niveau, c'est une histoire individuelle qui pouvait être une sorte de récit d'une seule vie. D'une autre façon, en cause des administrations, par exemple, en cause du commerce et des résultats, des liens qu'on a créés, c'est beaucoup plus vrai et beaucoup plus important que ça. Même par exemple, si on prend une île au bout du monde dans notre période, Sainte-Hélène, fameuse en cause du fait que ça a été choisi pour l'emprisonnement de Napoléon. Mais Sainte-Hélène était déjà un point assez important pour les navires qui ont fait le trajet entre l'Angleterre et l'Inde, c'est-à-dire la Compagnie des Indes britanniques, qui ont dû passer par Jamestown pour prendre des provisions, pour prendre le charbon, etc. Il me semble que si Sainte-Hélène figure déjà sur une sorte de vie globale, les gens se rencontrent. Mon collègue Peter Hicks à Paris a découvert récemment un récit d'un capitaine de navire russe qui a rencontré Napoléon quand il faisait escale à Sainte-Hélène. C'est tout un monde, le monde de la mer, le monde de l'Empire, le monde du commerce. Et je crois que oui, il est important de dire que c'est une voie, un prisme par laquelle les idées peuvent passer d'un pays à l'autre et d'une société à l'autre dans cette période. Est-ce qu'on peut l'exagérer? Oui, bien sûr, comme n'importe quoi. Je ne nie pas que chaque pays a aussi ses traditions et son histoire, ses coutumes qui comptent aussi. Mais je crois que pour les commerçants, pour les négociants, pour ceux qui veulent d'une certaine façon se libérer des restreintes, des contraintes sociales de leur propre société. Et la France au XVIIIe siècle, divisée en States, en États, ou bien on était privilégié, ou bien on ne l'était pas. Et si on était un commerçant même riche, on n'était pas privilégié. On pouvait acheter le privilège. On pouvait acheter au roi un titre. Et quelques-uns l'ont fait. Mais en grande majorité, c'était des gens qui étaient beaucoup plus puissants dans leur communauté que la plupart des nobles dans la leur, mais qui n'avaient pas de prestige et qui devaient payer des impôts dont les autres étaient exempts. Ils le ressentissaient. Donc, il me semble que dans ce monde international, oui, on regarde les autres. On est impressionné par les autres. Puis-je prendre un autre exemple? Les soldats.
les militaires, qui ont dû passer, quelquefois dans la cale des mêmes bateaux qu'on a décrits, d'un continent à l'autre pour faire la guerre. Les soldats français, par exemple, qui sont passés en 1778 aux États-Unis pour faire la guerre du côté des Américains contre les Anglais. Je suppose parce que l'État voulait gagner une certaine revanche, une certaine vengeance pour la défaite en 1763. Alors, ces gars-là n'avaient aucun intérêt vraiment d'aller aux États-Unis, sauf qu'ils gagnaient de l'argent en le faisant. Mais une fois là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont entendu des soldats américains? J'ai rencontré un journal d'officiers français de cette guerre-là, qui parle, et je suppose que c'est véritable, il parle de ce qu'il a vu. Mais ce qu'il a vu comprend, par exemple, dit-il, la signature de la Déclaration de l'indépendance. Le fait que les Français étaient là, étaient présents dans la ville de Philadelphie, quand le document, la Constitution, qui était à la base de la liberté américaine, fut créé. Et c'est pour cette raison aussi que l'exemple de Létí est si important aux yeux de ces historiens américains. Pour les gens de l'Amérique du Sud, et aussi, je suppose, pour les gens des colonies ailleurs dans le monde, en Afrique et ailleurs, le fait qu'une société d'esclaves africains, venus d'Afrique, avec leurs coutumes, avec leur religion, avec le vaudou, etc., que cette société pouvait s'organiser en armée, défaire, battre l'armée de Leclerc, une armée sophistiquée, française, de 5000 personnes, et gagner leur indépendance, et puis, bien ou mal, se gouverner dans les années qui ont suivi. Le fait qu'ils étaient capables de faire ça, ça a donné de l'espoir aux autres. C'est un moment qui devenait exemplaire, d'une certaine façon, dans l'imaginaire d'autres peuples. Et c'est, je crois, pour cette raison-là que si on essaie de faire quelque chose de plus large, de plus comparatiste que seulement l'histoire de la Révolution française ou américaine ou quoi, on crée de nouveaux modèles qui peuvent être imités par d'autres. Et si on regarde, par exemple, l'histoire des mouvements indépendantistes dans l'Amérique centrale et américaine, il me semble que ces gens-là prennent souvent leur inspiration de 3 révolutions. La Révolution française, peut-être pour certaines idées, la Révolution haïtienne, parce que des colonisés ont pu gagner leur indépendance eux-mêmes, et aussi de la Révolution américaine, qui était d'une certaine manière une révolution anticoloniale, un mouvement anticolonial autant qu'une révolution libérale. Merci Alan. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Il y a des questions. Oui, merci. Je suis également fellow de cette année et je viens du Japon. Je m'appelle Kazumichi Hashimoto. Je travaille sur l'histoire des sciences. Et je voudrais savoir un peu plus sur la relation conceptuelle avec l'abolitionnisme et la révolution. Est-ce que dans les propagandes de l'abolitionnisme, on peut trouver déjà une naissance de la notion de droit de l'homme, par exemple? Très intéressant, oui. En France, il est vrai que côté abolitionniste, côté Amis des Noirs, par exemple, à Paris, il y a l'idée déjà là que si on déclare les hommes libres et égaux en France, si ça fait partie de la propagande de la Révolution française, ici dans l'Hexagone, alors il y a quelque chose de
troublant si on refuse d'accorder les mêmes libertés aux gens qu'on a colonisés. C'est, je crois, c'est pas la même chose exactement, mais si on compare avec les jeunes conscrits qu'on a envoyés en Algérie dans les années 50 du XXe siècle, dont les pères étaient parfois dans la résistance en France contre Hitler, en se battant, en se sacrifiant pour des idiots qui sont certainement passés à leurs fils, et puis les fils se trouvaient dans une situation coloniale, nier les mêmes pouvoirs ou bien les mêmes libertés aux autres, ça trouble, ça crée de la désaffection. Et je crois qu'il y a de cela dans la Révolution française, mais peut-être parmi une sorte d'élite qui était politisée, des gens qui comprenaient et qui étaient accoutumés à parler, à tenir un discours politisé. Pour la population en général, la population large, j'ai aucune idée. Il y a très peu d'évidence, par exemple, que les ouvriers de Bordeaux ou de Nantes ont réagi en faveur des esclaves. Mais, encore une fois, dans l'Assemblée nationale, à Paris, il y a aussi, bien sûr, des représentants des colonies. Des images, des portraits, par exemple, sous le directoire, montrent des députés très distingués, noirs, dans l'Assemblée, qui parlent et qui exigent les libertés pour leur population aux Caraïbes. Donc, les Français, pendant la Révolution, ou bien quelques Français, ceux qui s'y intéressaient, ont dû être conscients du fait que leur révolution, que les idées qu'ils soutenaient en France n'étaient pas compatibles vraiment avec le régime qu'ils imposaient aux colonies. J'ajoute une chose de plus. En 1790, on a réorganisé, comme vous savez, l'administration de la France. On a divisé le pays en départements, districts, cantons, etc. On n'a pas fait pareil pour les colonies. Saint-Domingue avait toujours, en 1783 et 4, juste avant la libération des esclaves, la fin de la servitude dans l'île, il y avait toujours des provinces. Et les provinces étaient gouvernées par des élites, par de petites élites. Il n'y avait aucun système démocratique là-bas. Donc, le fait que les Français ont pu faire cette distinction, créer une situation qu'ils pensaient idéale, une administration logique et rationnelle pour la France, mais la nier à leur propre colonie, ça vous dit quelque chose aussi. Je crois donc qu'il y avait une dernière question dans la salle. Oui, je suis François Wassouni. Je suis aussi fellow. Je travaille sur les objets de la violence. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre présentation, mais je voudrais vous demander, entre l'économie de la traite et vous parlez beaucoup de colonies, quelle est la nuance? Parce que j'ai l'impression que quand vous parlez des colonies, on dirait qu'il y avait une certaine indépendance, ce qui n'est pas le cas. La fin des traites, les colonies sont là, mais l'économie coloniale est connectée d'une manière ou d'une autre. L'empire, c'est aussi le commerce, hein, qui faisait ce commerce-là dans les colonies. Je crois qu'il y a toujours, comment je vais dire, il y a des liens. On a fait la traite après, on a aboli après la colonisation. Disons, dans la colonisation, c'est toujours les Français. Hein? C'est toujours le commerce français. Et là, je pense que ça, dans votre présentation, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment dit. On dirait que les colonies avaient déjà une certaine autonomie et tout le reste. Ça, c'est la première
la première question. Peut-être la seconde est relative à cette appropriation du passé, hein, ce passé esclavagiste et autres. Je voudrais vous entendre peut-être, vous avez montré des images et autres, mais je m'attendais à ce que vous dites un mot. Finalement, comment on s'approprie ce passé-là? On a là le mémorial de l'abolition, mais on n'a pas un mémorial de la traite. Est-ce que, je sais pas, il y a un jeu qui est tout autour, quoi. Entre l'abolition et la traite, on aurait souhaité voir ici à Nantes un mémorial plutôt de la traite, pas de l'abolition. Je sais pas ce qui se passe à Bordeaux. Donc, j'aimerais bien vous entendre par rapport à ça. Merci. Merci bien. Il y a, me semble-t-il, un tas de questions là-dedans. Quand je dis que les colonies jouissaient d'une certaine autonomie, je ne veux pas dire les esclaves, bien sûr, mais il est vrai, je crois que il est vrai que vers la fin de l'Ancien Régime, les intérêts des planteurs aux colonies n'étaient pas exactement les mêmes que les intérêts des Français. Les Français voulaient maintenir l'exclusif. Ils voulaient maintenir une situation où les négociants de Nantes, par exemple, pouvaient profiter pleinement du commerce avec les îles. Les gens aux îles, de plus en plus, voulaient vendre au meilleur prix les produits des plantations. Et si ça voulait dire qu'ils pouvaient les vendre, par exemple, aux États-Unis directement, sans les envoyer en France, ça serait dans leurs intérêts. Donc je crois que entre la France et les grands blancs, si je peux dire, à Saint-Domingue, il y a des tensions. Et au début de la Révolution, ces tensions étaient réelles. Quand il s'agit de ce qui arrive au commerce après, question difficile, mais pour Saint-Domingue, parce que c'est l'exemple le plus... Pour Guadeloupe et Martinique, les Français ont continué plus ou moins comme avant, au XIXe siècle. C'est-à-dire que même si la traite fut abolie, l'esclavage sur les plantations ne l'était pas. Et ça a pu créer des innovations. On peut, par exemple, au XIXe siècle, voir une croissance du nombre de femmes parmi les esclaves qu'on envoie de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on voulait, bien sûr, créer sa propre nouvelle génération là-bas, sans devoir les importer dans les cars des bateaux. Donc, vous avez absolument raison, ça n'a pas tout réformé de soi. À Saint-Domingue, bien sûr, ce sont les ex-esclaves, les Noirs, qui gouvernent le pays au XIXe siècle. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent retenir les plantations. Ils veulent à un certain niveau maintenir l'économie qu'ils ont héritée, parce que c'est la seule économie qui garantit la prospérité de l'île. En fait, comme nous savons, de plus en plus, ils refusent de le faire, ils ne travaillent plus les plantations, et l'économie en souffre, comme vous savez, au XIXe siècle, même si la liberté de l'individu augmente. Le dernier point, c'est sur la mémorialisation ici en France, je crois. Il y a aussi, bien sûr, des mémoriaux sur les îles. Et ça peut être important aussi, parce que à Guadeloupe, à Martinique, par exemple, ils ont leurs propres héros et surtout héroïnes qu'ils commémorent dans la solitude, par exemple, dans des statues. Ici en France, je dirais plutôt que si on prend le mémorial ici à Nantes, d'une certaine manière, ça fixe l'attention sur les conditions dans les navires. C'est-à-dire, ça fixe l'attention sur l'expérience des Noirs qu'on a envoyés sous des conditions tragiques dans les îles. Si on remonte à une génération antérieure, surtout après 1848 et la deuxième abolition de la traite et de l'esclavage par Victor Schœlcher, la grande critique, c'est que la France a choisi,
et l'Angleterre avec Wilberforce, c'est la même chose. La France a choisi d'honorer ses propres, donner toute agency à quelqu'un comme Schulcher. C'est à lui la responsabilité, c'est à lui l'honneur d'avoir libéré les esclaves. Tandis que pour beaucoup de gens dans les îles, c'était leur souffrance et leurs insurrections et leurs efforts qui en étaient responsables. Donc, je crois qu'au début, les pays européens ont eu la tendance d'essayer de gagner un certain crédit pour la libération, pour l'abolition, et de dire que c'est Wilberforce, Clarkson, Schulcher, qui sont les grands héros du moment, et qu'il y a eu une sorte de réaction contre ça, et que cette fois-ci, ce sont les esclaves eux-mêmes qu'on essaie d'honorer ou bien de commémorer dans la sculpture publique, dans les rues, par exemple. Et s'il y a un héros, un seul héros, c'est Toussaint. Merci. Alors, une dernière question peut-être, c'est ça? Non? D'autres? Non? C'est l'heure. Ah, il faut qu'on finisse. Alors, moi, j'avais plein d'autres questions, mais on va continuer. Voilà, donc ce fut vraiment un plaisir de vous présenter, Alan Forrest, et votre ouvrage remarquable, donc The Death of the French Atlantic. Donc, nous nous retrouvons Ah oui, je voulais vous très remercier Alan Forrest, Antonio Almeida Mendes pour votre présence aujourd'hui et à nous tous nous retrouver le 7 juin prochain en présence de Livio Boni et Sophie Mendelssohn autour de leur dernier ouvrage La vie psychique du racisme. Voilà, donc au 9 juin, et rappelez aussi que le 16 juin, on a notre tout dernier rendez-vous des Jeudis de la Bibliothèque avec la présence de Laure Desprez et Serge Aberdam autour du livre Le papier-monnaie dans la Révolution française, une analyse en termes d'économie d'émission. Voilà nos 2 prochains rendez-vous des Jeudis de la Bibliothèque, et merci beaucoup de votre présence. merci.